Daniel Sidès, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Et Chag Sameach, puisque nous sommes en pleine fête de Pessah. Et bien entendu, c'est à l'occasion de cette fête de Pessah que nous vous avons sollicité. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes professeur d'histoire-géographie non loin d'ici, au lycée français de la rue des Nevi'im, c'est-à-dire à quelques mètres de notre studio. Et nous avions besoin d'un expert en matière de géographie, et pour nous parler de la géographie de la région, et en particulier, en cette fête de Pessah, de la géographie du Sinaï. Le Sinaï dont on parle beaucoup, et dans lequel, on va dire, nos ancêtres ont pénétré tout de suite après la sortie d'Égypte, sans penser y passer plus de 40 ans ou 40 ans, en pensant, ça devait être traversé seulement, en pensant le traverser, et finalement ça a permis, ils sont restés 40 ans. On connaît l'histoire de la Bible à ce sujet. Alors je voudrais qu'on revienne un peu sur cette péninsule du Sinaï, d'abord. Quelles sont, on va dire géographiquement, quelles sont les caractéristiques du Sinaï ? Ok, alors, une péninsule, c'est un endroit dont les 2/3 sont entourés de mer. Oui. Et ici, nous avons une sorte de triangle, le Sinaï, et qui est entouré, en fait, au nord par la mer Méditerranée, et puis au sud par les 2 bras de la mer Rouge. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, d'un point de vue géographique, c'est un territoire on voit la carte, effectivement. De 60 000 km², c'est-à-dire le double de l'État d'Israël. Oui. Pour avoir une comparaison, on peut comparer aussi que c'est pratiquement le double de la région Provence-Côte d'Azur en France. D'accord. Voilà. Et alors, c'est une zone à la fois désertique et montagneuse. Ah, c'est ça, c'est ce qui est particulier. Parce qu'on parle de désert, on pense souvent au Sahara. C'est pas un désert de sable, de dunes, etc. C'est exactement la continuité de ce qu'il y a à l'est de l'Égypte, une zone montagneuse et déserte également. Mais c'est vraiment désertique. Absolument. Totalement. Il y a les sources d'eau. Très peu d'eau, quelques oasis sûrement. Et puis, au-delà de ça, il y a quand même des points culminants qui sont jusqu'à 2642 mètres d'altitude. Ah, c'est ça. Donc c'est très montagneux. Absolument. Et donc le Sinaï porte le nom aussi de la montagne du Sinaï, sur laquelle les Bnei Israël vont, on va dire, dans quelques semaines arriver et recevoir la Torah. Mais alors, il y a déjà, il faut l'avouer, une controverse concernant le mont Sinaï. On ne sait pas véritablement où il est, bien que... Alors, on sait où il est, mais il y a une controverse de savoir si vraiment il les a reçus à cet endroit-là. Oui. OK ? Et puis, d'un autre côté, on va regarder une autre religion, c'est aussi où se trouve le mont Sainte-Catherine. Le monastère. Le monastère de Sainte-Catherine, qui est en fait le premier bâtiment qui est encore en place de l'ère byzantine. Mm-hmm. Okay. Ça a été créé, donc ça veut dire il y a combien d'années ? Alors, ça a été créé, je ne me souviens plus la date exacte. À l'époque byzantine, ça fait plus de 1000 ans au moins. Absolument. Et j'ai eu l'occasion de le visiter, comme j'ai eu l'occasion aussi de me rendre dans le Sinaï. C'est toujours habité, il y a des gens, il y a des moines qui Absolument. Vivent sur place. Alors, si on parle déjà aussi de la population du Sinaï actuellement, mais depuis pas mal de temps, ce sont essentiellement des Bédouins qui habitent dans le Sinaï. Mais on y reviendra en parlant du Sinaï moderne, contemporain. Absolument. Donc, le Sinaï, l'endroit où Moïse a reçu l'étape de la loi, l'endroit où notre peuple a erré jusqu'à ce que la génération qui a connu Moïse ne soit plus vivante. Et ensuite, donc cette errance dans cet endroit qui, quelque part, on pourrait dire, le relief pourrait porter à croire que vraiment ça a été une errance dans un endroit assez hostile, en fait. Voilà. Et donc, on en arrive, en fait, suite à l'errance de 40 ans, à la traversée, donc, pour entrer en pays de Canaan. Oui. Alors, il y a toujours même des anecdotes. On ne va pas rentrer dans les anecdotes, dans les midrash, etc. Parce que c'est vrai, on pourrait se demander pourquoi finalement les Bnei Israël, les enfants d'Israël n'ont pas suivi en sortant de Goshen. On le voit sur la carte. Goshen, c'est vraiment le nord-est, le nord-est de l'Égypte, à côté de ce qui est aujourd'hui le canal de Suez. Et donc le passage, ce que l'on appelle le passage de la mer Rouge, ça devait être probablement un des points, peut-être plus au sud. Oui, peut-être plus au sud, parce que c'était un endroit infranchissable surtout. Voilà, c'est un endroit infranchissable. Et donc, mais pourquoi finalement ils ne sont pas, s'ils devaient arriver vers la terre d'Israël, ne sont pas passés par
le bord de mer, puisque tout simplement ça aurait été plus facile. Mais apparemment c'est ce qu'a décidé le Tout-Puissant. Absolument. Et donc quelque part il y a véritablement des caractéristiques dans ce Sinaï, ce désert montagneux, aride et montagneux, qui fait de lui une zone totalement, on va dire, inhabitable, absolument. En tout cas extrêmement difficile à habiter ou à apprivoiser. Absolument. Et puis aussi, si on parle aussi, puisque c'est une péninsule, il y a un bord de mer. Alors la mer Rouge, bien entendu, des deux côtés, des plages magnifiques, des endroits magnifiques, mais on y reviendra un peu plus tard. Voilà, donc suite à l'errance, j'ai une petite anecdote, par contre. J'ai été membre d'un kibboutz qui s'appelle le kibboutz Narshonim, et qui a été créé par des juifs égyptiens d'Alexandrie et du Caire. Et ils ont appelé le nom du kibboutz vient du fils, enfin un des descendants plutôt de Narshon, voilà, qui a été le premier à franchir pour entrer en Eretz Canaan. Le premier, absolument, le pied dans l'eau. Voilà, parce que Narshon ça veut dire premier aussi, ça vient de Rishon. Voilà, et donc il faut maintenant, si on remonte, on va dire moins loin dans l'histoire, on va se retrouver à l'époque médiévale, à la fondation du royaume de Jérusalem, au moment des croisades. Eh bien, le Sinaï va devenir une frontière, la charnière entre le royaume qui va être créé de Jérusalem et l'Égypte, déjà. Et plus tard encore, l'empereur Saladin qui va faire construire des forteresses aussi à Sadr. Alors, je ne sais pas exactement où ça se trouve, mais c'est une empreinte aussi de cette époque médiévale. Voilà. Alors ça c'est pour on va dire l'aspect historique et on peut dire que pendant 3500 ans, à part le passage de plusieurs millions d'Hébreux au moment de la sortie d'Égypte, on peut dire que ce désert n'a pas été peuplé, n'a pas été apprivoisé. Les tribus bédouines sont relativement une population relativement faible, il faut bien avouer. Faible, et bien entendu, on les considère comme des nomades aussi. Donc là aussi, le phénomène de l'errance, en fait, dans ce territoire. Il n'y a pas de ville, il n'y a pas de village, il n'y a quasiment pas de village de localité. Il faut remonter beaucoup plus tard pour trouver les premières... en fin de compte, ville ou implantation qui ressemblerait à une ville dans le Sinaï. Alors, le Sinaï, bien entendu, on en a reparlé avec la création de l'État d'Israël, on en a reparlé en particulier avec la guerre qui porte le nom de guerre du Sinaï, l'opération Kadesh, la guerre du Sinaï qui, au cours de laquelle, on va dire pour la première fois, l'armée israélienne a conquis le Sinaï avant de s'en retirer. On s'en retirait suite à des pressions internationales. Absolument. Alors, mais je voudrais remontrer quand même à un événement important aussi dans l'histoire du Sinaï. Du côté, ici, dans la partie est, c'est 1769. Et d'ailleurs, c'est un Français qui est à l'origine. C'est la création de ce canal, le canal de Suez, qui permettait en fait un gagne-temps incroyable, de passer en fait de l'Europe sans contourner toute l'Afrique pour arriver vers l'Asie et l'Asie de l'Est. Voilà. Donc ça a rendu cet endroit aussi assez important, et jusqu'à maintenant, il a aussi été la cause d'autres guerres plus tard aussi. On va y revenir. C'est important de souligner, effectivement. Voilà. Alors, revenons donc à notre époque, donc à la création de l'État d'Israël, à cette première guerre, et surtout à la guerre des 6 jours, puisque la guerre des 6 jours, à la suite, cette guerre des 6 jours, elle s'est focalisée, on va dire, elle a débuté à la suite d'une violation, on va dire. Absolument, qui durait depuis plus d'un an. De la fermeture du détroit de Tiran, qui est au bas, l'extrême sud du Sinaï, la pointe sud du Sinaï, le détroit de Tiran, qui a été fermé par Ibn Nasser et qui était un casus belli, donc qui a indirectement provoqué la guerre des 6 jours. Et la conquête très rapidement par l'armée israélienne. Rapide, oui, absolument. Ils ont même dépassé le canal à cette époque-là. Ils se sont retirés suite aux accords de cessez-le-feu. Et à partir de 1967, en fait, on raconte qu'Israël a pratiquement doublé de superficie. Triplé même au total. De superficie, puisque ne serait-ce que ce territoire-là est déjà le double de ce qu'était Israël. Il y avait des forces israéliennes à partir de 67 massivement dans le Sinaï. Alors, ça a commencé, et surtout, on a aussi commencé à peupler. Voilà. Cette région. Sharm el-Sheikh, par exemple. Sharm el-Sheikh, qui s'appelle, donc le nom israélien, c'était Ophira. Voilà, qui a été peuplé. Et d'autres, alors on appelait ça des Itnachalouyot, c'était les corps d'armée du Nachal qui sont venus, en fin de compte, peupler ces endroits. On va retenir 2 noms pour l'histoire. Donc,
ce qui était à côté de la ville qui est le plus au sud dans la pointe Sharm el-Sheikh, et une autre ville qui a été aussi un sujet de polémique, c'est Yamit. Yamit, on y reviendra. Mais Yamit, c'est au nord. C'est plus au nord. Alors, Yamit, c'est sur la Méditerranée. Voilà. Il faut savoir donc que ce territoire appartient à Israël jusqu'en 1978. Alors, pourquoi 78 ? Parce qu'un an auparavant, il y a eu la fameuse visite historique du président Sadat à Jérusalem, qui a entraîné un an après les accords de Camp David. Mais les Israéliens sont restés, il faut le souligner, jusqu'en 82 dans Absolument, une partie puisque du Sinaï. le retrait, on a sauté aussi la guerre de Kippour, mais le retrait s'est fait en deux parties en fait, entre 1978 et 1982. Donc première moitié et seconde moitié en 82. Voilà. Il y a eu aussi des accords, justement, on célèbre aujourd'hui le 40e anniversaire des accords d'Oslo, c'était 79, c'est 79 que ça... Non, pas d'Oslo, de Camp David. De Camp David, pardon, pas d'Oslo, Camp David en 79, et à partir de là, un retrait sur plusieurs étapes du Sinaï. Et surtout... Les Israéliens, il faut bien l'avouer, qui ont connu cette époque entre 67 et, on va dire, 79, ont des souvenirs, on va dire, presque magiques de ce Sinaï. C'était l'endroit des hippies, où les gens voulaient se détendre, se dépayser même, on pourrait dire, parce que tout y portait en fait. Et là, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, ces fameuses plages qui sont tout le long du côté ici sur la mer Rouge, des plages magnifiques. Au sud d'Elat. Voilà, au sud d'Elat, qui vont tout le long comme ça. Dahab. Dahab, et puis jusqu'à Sharm el-Sheikh. On y allait, on passait des vacances à n'importe quelle saison. Et surtout en hiver, au moment où il commence à faire froid ici, on peut se retrouver avec une température de 25 degrés et on peut même s'y baigner sans aucun problème. Je me souviens, moi je me suis baigné en mois de janvier dans la mer Rouge à l'époque. Donc c'est très très agréable. Et puis donc suite aux accords, cet endroit, donc en 1982, revient aux Égyptiens. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les Égyptiens vont tenter de rendre cet endroit touristique. Ils vont investir dans le tourisme. À Sharm el-Sheikh en particulier. Absolument, et tout le long. Alors, bien entendu, c'est un tourisme particulier parce qu'il n'est pas composé de grands hôtels très luxueux, mais des plages où on peut dormir sur la plage. Bien qu'à Sharm el-Sheikh, il y a des hôtels. Absolument. Alors, j'y étais, il y a des hôtels. Il y en a un qui a été construit aussi suite au retrait, qui est juste à la frontière, près de Taba, en fait. Et en fait, malheureusement, cet hôtel, je suis passé il n'y a pas longtemps, a fait faillite. Il est complètement abandonné. C'était un énorme projet d'un grand hôtel juste avant la frontière égyptienne. Mais le reste, c'était vraiment pour aller se dépayser, aller se dorer au soleil sur des plages magnifiques et une mer claire, et tout ce qu'on peut savoir sur les coraux qui se trouvent, la barrière de corail qui se trouve dans la mer Rouge. Alors, on est obligé aussi de parler de ce qui se passe aujourd'hui au niveau sécuritaire aussi, dans le Sinaï aujourd'hui, parce qu'il s'en passe des choses. Malheureusement. Et malheureusement, c'est même une sorte de danger pour l'État d'Israël au niveau sécuritaire, parce qu'il y a, c'est devenu le repère de toutes les organisations terroristes les plus radicales, comme Daesh qui est sur place. Comme alors, il y a Daesh, c'est très récent, Daesh, qui est là depuis quelques années seulement, mais il faut savoir qu'en fait, il y a beaucoup d'intérêt dans cette partie-là. Alors, on peut les énumérer, à part Daesh qui est le dernier en date malheureusement et qui lui cause beaucoup de tort, à la fois aux Égyptiens bien entendu, mais aussi en fait Daesh qui se trouve aux portes d'Israël quelque part. Bien sûr. C'est la raison pour laquelle il y a une sorte d'entente et d'alliance coopération sécuritaire entre l'Égypte et Israël. Alors, il y a aussi le Hamas qui est installé là-bas depuis pas mal de temps. Israël qui est là aussi pour surveiller de l'autre côté, pour faire en sorte qu'il ne passe rien, et surtout le danger ne vient pas à la limite de la frontière avec l'Égypte, mais surtout dans la bande de Gaza, la partie la plus au nord. Voilà. Alors, et l'armée égyptienne, la police aussi égyptienne, et puis il y a eu des attentats. Il y a eu des attentats qui ont commencé, des attentats en Égypte. D'ailleurs, qui ont fait fuir beaucoup de touristes. Absolument, absolument. Aujourd'hui, le Sharm el-Sheikh, c'est une ville qui est presque désertée même par les touristes. Absolument. Comme tous les attentats qui ont eu lieu en Égypte, alors ne serait-ce que même au Caire ou ailleurs, ou même dans la partie sud de l'Égypte, près du barrage d'Assouan, ce sont des choses qui ont causé énormément de tort parce qu'ils vivent essentiellement de ce tourisme-là. Et surtout quand on sait que
que l'Égypte avait misé énormément sur le tourisme dans cette partie, dans cette péninsule. Alors, un dernier mot pour terminer ce tour d'horizon. L'énergie, le pétrole, il y en a beaucoup, apparemment, il y en avait beaucoup aussi dans le Sinaï, puisqu'il y avait des puits de pétrole qui ont été installés, même qui ont été développés par les Israéliens, et finalement, c'est récupéré par les Égyptiens. Absolument. C'est plutôt voilà sur le sud, c'est-à-dire plutôt dans la région, dans la branche, on va dire, gauche. Absolument, beaucoup plus du côté égyptien. Du côté égyptien, voilà. On pourrait terminer par un point d'interrogation, c'est l'avenir du Sinaï en tant que site où tout le monde aura intérêt à ce qu'il reprenne une activité touristique. Que ce soit un centre touristique. Absolument, et c'est vrai qu'on entend souvent, à chaque vacances, qu'on déconseille aux Israéliens de se rendre dans le Sinaï, malheureusement. Et pour tous les nostalgiques, c'est vrai que c'est très difficile. Il faudra donc probablement que l'on arrive à dominer, on va dire, ces organisations terroristes. Absolument. Et que les Bédouins, qui sont, on va dire, les habitants fixes. Oui, voilà, c'est ça, il faut le souligner. De cette région, eh bien, cesse de coopérer avec eux, avec ces organisations terroristes. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Daniel Sides de nous avoir éclairé sur ce Sinaï, sur à la fois le mont Sinaï et sur la péninsule du Sinaï à l'occasion de cette fête de Pessah. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire et de géographie au lycée français de Rehov à Nevi'im, ici au cœur de Jérusalem. Merci et bonne fête Chag Sameach. Chag Sameach.